Alors, re-nouveau pour certains, bienvenue à toutes et à tous pour d'autres. J'espère que vous avez bien mangé déjà d'une part. On remercie d'ailleurs le traiteur Le Prestige pour ce très bon buffet. Donc nous allons donc débuter notre première table ronde. Elle est intitulée Mobilité inclusive et solidaire, un levier pertinent pour les territoires et un élément clé pour l'insertion sociale et professionnelle. Nous le savons, la mobilité est un facteur clé d'insertion sociale et de développement économique. Le manque de mobilité concerne 20% de la population active et pénalise les milliers de Corses en situation de précarité pour trouver et conserver un emploi. En Corse, une personne sur deux en situation d'insertion sociale a dû refuser un emploi ou une formation à cause de difficultés de mobilité. Depuis quelques années, la mobilité est devenue un enjeu majeur pour éviter l'exclusion, dans la mesure où pouvoir se déplacer au quotidien est devenu un prérequis et que la mobilité est de plus en plus subie que choisie. Quelle est la vision des acteurs qui œuvrent pour accompagner les personnes en situation de précarité? Quelles sont les actions mises en place pour changer la donne sur une île qui est la région la plus pauvre de France métropolitaine avec 18,5% de la population vivant sous le seuil de pauvreté? Et puis enfin, comment cette question est-elle appréhendée dans le cadre des politiques publiques et institutions locales? C'est ce que nous verrons à l'occasion de nos échanges. Pour en parler autour de cette table, nous avons Virginie Baudouin, directrice du réseau Pôle emploi de Corse. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Damien Natal, qui est pour la direction de l'action sociale de proximité de la collectivité de Corse. Bonjour à vous également. Bonjour. À mes côtés, nous retrouvons Morgane Pasquale pour l'association DALO, ou un acteur de la mobilité, tête de réseau des tiers-lieux. Morgane, animatrice territoriale. Bonjour. Bonjour à tous. Ensuite, nous avons pour le réseau Mobine, réseau des acteurs territoriaux de la mobilité inclusive, Virginie Pérez, vice-présidente de Mobine Course. Bonjour. Bonjour. Et Marie-Florence Dabrin, administratrice de Mobine Course. Bonjour. Bonjour à vous également. Alors, peut-être qu'il faudrait, je pense, dans un premier temps, déjà faire quelques présentations, bien sûr, des actions mises en œuvre, mais surtout, c'est peut-être bien de le rappeler, quelques définitions. Donc, lorsque l'on parle véritablement de mobilité inclusive et solidaire, la mobilité accessible à tous, dite inclusive, propose des solutions physiques et financières aux catégories de population exclues d'un accès à la mobilité, personnes à faible revenu, demandeurs d'emploi, travailleurs précaires, personnes âgées, personnes à mobilité réduite. Elle repose sur une approche à la fois globale, sans discrimination des territoires ou des personnes, pour inclure le plus grand nombre et déployer des solutions les plus visibles et automatisées, segmentées, près des besoins de chacun par des solutions et un accompagnement individuel. Alors, pour débuter cette table ronde, je me tourne vers M. Natal et peut-être nous rappeler tout ce qui est mis en œuvre justement dans votre institution. Bonjour. Juste au préalable, je voudrais quand même remercier les personnels de la CRES, sans l'application desquels nous ne serions pas là à mieux prendre connaissance, à mieux jauger les enjeux et à donner un élan supplémentaire à la protection et au développement économique des Corses. Exactement. Je prends note également, qualité de représentant de la collectivité de Corse cet après-midi, de la puissance de l'engagement et de la créativité des opérateurs, notamment bénévoles, à servir notre île en concourant à édifier pas à pas une économie qui gaspille moins de ressources, qui s'appuie sur tous, sans exclusive, et qui engendre suffisamment de richesses pour assurer l'autonomie de tous. Je tiens à les saluer et leur dire merci d'être toujours là, fidèles au rendez-vous de l'humain. Alors, bien sûr, conseiller auprès de la DGE Sociale et Santé, ça veut tout et rien dire. On va dire que je mets plutôt la main à la pâte. Concrètement, j'interviens en support du pilotage de l'administration sur les programmes, la stratégie et les contrats que nous passons avec l'État et sur les programmes européens. Avant d'aller sur les dispositifs de la collectivité de Corse, je voudrais dire que l'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui combine à la fois la plus-value financière, mais c'est aussi les plus-values sociétales et sanitaires. C'est une économie qui doit s'éviter des coûts insidieux et toujours plus lourds dans le futur. Et c'est là
justement, qu'intervient la mobilité, car sans mobilité, aucune possibilité de réunir les ingrédients de la création de valeur. Autrement dit, ce qui fait le produit ou le service, et ce qui leur donne des débouchés sur le marché local et sur les marchés plus loin. La mobilité, c'est ce qui étend le périmètre d'exercice de toutes ces libertés, notamment économiques, et c'est pourquoi la mobilité, elle est au cœur de l'attractivité d'un territoire, un instrument essentiel de développement des communes, et c'est pourquoi également, elle est au cœur de l'épanouissement individuel, principalement pour son autonomie économique. Ce n'est donc pas un hasard si les territoires les moins traversés, je veux dire ceux qui sont les moins accessibles, notamment en raison d'un relief, en raison d'un reflux du service public, soit ceux où l'exposition au risque de précarité, de pauvreté, sont les plus importants. Et ce n'est pas un hasard si les publics les plus fragiles, ceux qui n'ont pas assez d'autonomie économique, soit ceux qui sont les moins mobiles. Et les plus exposés au risque justement de désinsertion professionnelle et en corollaire de désinsertion sociale. Pour y répondre, la collectivité de Corse, elle a essayé de faire un mixte entre justement la territorialisation de son action, parce que lorsqu'elle a succédé au département de Corse, bon, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été faites en matière de services de proximité, mais on disait toujours il faut passer par l'élu local. Mais ce que veut la population, c'est avoir un agent, quelqu'un qui va traiter directement sa demande, une réponse en matière sociale. Et là-dessus, la collectivité de Corse, en tout cas la Direction Générale des Affaires Sociales et Sanitaires, que ce soit en matière de PMI, de santé sexuelle, d'aide sociale directe aux publics les plus vulnérables, d'insertion, de logement, et également de protection de l'enfance, ce qu'elle a fait, et aussi d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce qu'elle a fait, c'est que toutes les actions qu'elle met en place, elle souhaite les territorialiser, c'est-à-dire que ça ne soit pas qu'à Ajaccio ou à Bastia, ou parfois, de temps en temps, à Porto-Vecchio. Ce qu'elle souhaite, c'est que ça soit dans le rural. Et ça, dans tous ces schémas directeurs, dans toutes les actions qu'elle conduit, dans tous les dispositifs qu'elle met en œuvre, elle s'efforce à ça. Par exemple, en matière d'autonomie, mais on en parlera plus tard, mais il y a la prévention de la perte d'autonomie. Pour prévenir cette perte d'autonomie, la collectivité de Corse, elle met en place une série d'ateliers envers les publics vulnérables et âgés, de prévention de cette perte d'autonomie, qui s'appelle le bien vieillir, et elle a fait en sorte que sur tous les territoires de montagne rurale les plus isolés, il y ait une offre de services, par exemple de médiation animale, d'ateliers mémoire, d'ateliers de création, parce que aussi les personnes âgées ont besoin d'avoir une accessibilité à une aide à la créativité, une aide cognitive. Sur l'insertion, la collectivité de Corse est soucieuse de veiller à ce qu'elle finance notamment les chantiers d'insertion de l'activité économique, à ce que ce soit sur l'ensemble des territoires, et pas qu'à Ajaccio et à Bastia, mais aussi sur Corté, sur la Balagne, en plaine orientale, etc. En matière de santé, vous savez que quand même il y a un grand déficit de personnel, de professionnels de santé en Corse. Parce qu'il y a des aides médicaux. Exactement. Et donc, pour y répondre, la collectivité de Corse se dit voilà, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une offre mobile d'accès aux soins, en tout cas de premier recours, et aussi une offre d'aide sociale via un bus. Alors, il y a déjà un projet qui a été lancé et mis en œuvre sur la plaine orientale, demain sur l'Alter Rock, et après-demain en balade. Voilà, pour que, en fait, l'offre de soins, en tout cas, la possibilité pour des personnes qui ne pourraient pas se déplacer, ou en tout cas très difficilement, avec l'aide éventuellement du voisin ou de je ne sais qui, en fait, en réalité, elles auraient très régulièrement le passage de ce bus qui leur permettrait de faire un premier pas vers un parcours de soins. Alors, si vous me permettez, M. Natal, on développera tout au long. Non, bien sûr, non, vous faites bien de rappeler les principaux enjeux et ce que vous proposez, mais je voudrais juste rappeler, justement, on va essayer de compartimenter cette heure-là, on restera une heure sur cette première table ronde,
Ce que j'aimerais, ce que nous souhaiterions tous, c'est que toutes les 20 minutes à peu près, là dans une quinzaine de minutes, ensuite vers 40 minutes et à la fin, il y ait des échanges réguliers avec la salle, une interaction directe. Donc vous, soyez les principaux acteurs de cette table ronde. À la suite de la présentation de chacun, n'hésitez pas, réfléchissez à une question en particulier et au bout dans un quart d'heure, je viendrai vers vous pour pouvoir vraiment poser votre question et qu'il y ait une véritable interaction entre vous et nous, et vous surtout. Donc Monsieur Natal, on vous remercie en tout cas pour cette belle présentation sur les moyens mis en place par la collectivité. Nous y reviendrons bien évidemment plus en détail. Marie-Florence, non, plutôt Virginie Baudouin, excusez-moi, directrice territoriale de Pôle emploi Corse, véritablement sur les formations et les aides proposées par Pôle emploi dans le cadre de ces mobilités inclusives. Oui, donc c'est vrai que la question de la mobilité, c'est vraiment un frein que rencontrent très souvent les demandeurs d'emploi que nous accompagnons. Et les conseillers s'en font l'écho très très fortement, donc régulièrement. Ce qui nous invite nécessairement à réfléchir aux solutions que nous pouvons apporter pour pouvoir aider ces personnes sur ces difficultés. Alors peut-être vous avez rappelé quelques chiffres pour des demandeurs d'emploi. En fait, j'ai regardé en termes d'accès au permis de conduire, ne serait-ce que cela, sur les à peu près 23 000 demandeurs d'emploi qui sont inscrits en Corse, toutes catégories confondues. Nous avons à peu près 15% de personnes donc, qui n'ont pas le permis, ni permis A, ni permis B. Donc quand on connaît en effet très bien la géographie de notre territoire, et vous l'avez évoqué, la dimension rurale est très, très importante. La dépendance aussi aux moyens de transport, notamment à la voiture. Absolument, et donc en effet, en 15%, c'est un nombre de personnes, ça représente un nombre de personnes quand même très, très important. Alors, je dis quand même, c'est à peu près les mêmes chiffres que l'on rencontre sur la France, tout secteur et tout département et toute région confondue. Donc, on ne se distingue pas par ce pourcentage-là de ce que l'on rencontre ailleurs sur le territoire, sur les autres territoires. Néanmoins, c'est quand même très important. Dans ces 15% de personnes qui n'ont ni permis A ni permis B, à 60% il s'agit de femmes. Et plutôt des personnes qui sont jeunes, donc moins de 25 ans. Donc des personnes qui sont vraiment rendues plus en difficulté encore et plus dépendantes encore de par leur situation. Donc les principales réponses de Pôle emploi face à cette situation sont des aides qui existent depuis assez longtemps dans notre gamme d'intervention et qui sont des aides, en fait, plutôt des formations, des aides qui vont venir tendre à baisser le coût que représente la mobilité dans tous les actes que sont ceux des chercheurs d'emploi, c'est-à-dire les aides à la reprise d'emploi pour des personnes qui reprennent un emploi d'au moins 3 mois, et puis bien sûr les contrats d'apprentissage et CDI, des aides également à la recherche d'emploi, avant de trouver l'emploi, des aides à la recherche d'emploi, donc des aides que l'on va retrouver autour de la mobilisation dans des prestations d'accompagnement, des aides que l'on va retrouver également qui vont être mobilisées parce qu'une personne passe un concours, parce qu'une personne se présente à un entretien d'embauche, donc ces aides pourront être mobilisées dans ce genre de situation. Des aides à la formation également, puisque vous parlez de formation, et en effet, les étapes très souvent pour retourner à l'emploi, c'est bien de pouvoir se former, développer ses compétences, et donc c'est particulièrement important de soutenir les efforts que sont réalisés par ces demandeurs d'emploi pour pouvoir développer leurs compétences et ensuite avoir de plus grandes chances de retrouver un emploi. Et nous avons également, je parlais de permis, d'aide au passage du permis de conduire. Donc voilà, les réponses de Pôle emploi sont essentiellement donc, sur le plan financier, mais pas seulement, parce que sinon Marie-Florence va me rappeler que je n'ai pas tout dit. On a des aides en effet sur le volant financier et c'est très important pour pouvoir soutenir les efforts des demandeurs d'emploi, mais on a également des aides qui viennent agir sur d'autres leviers que sont notamment tout ce qui vient finalement freiner la mobilité des personnes, et parfois ce n'est pas uniquement la question des finances, la question financière qui pose problème, mais ça peut être des problématiques cognitives, sociales, psychosociales, voilà, des tas de situations qui font que depuis maintenant 2 ans à peu près, un petit peu moins de 2 ans, nous avons développé bien sûr avec nos experts sur le sujet, une prestation que nous ne mettons pas en œuvre nous directement,
et vous en reparlerez. Une prestation donc, qui permet d'abord de diagnostiquer finement les difficultés d'accès et de mobilité des personnes, donc faire l'éventail en fait pour une personne, un diagnostic personnalisé des difficultés qui sont rencontrées par cette personne, pour ensuite engager un plan d'action et un accompagnement qui soit vraiment orienté sur les difficultés qu'on aura identifiées, qu'on aura diagnostiquées. Donc cet accompagnement-là, il est au moins aussi important que toutes les aides financières qu'on peut trouver à Pôle emploi. Merci beaucoup pour cette belle présentation, Virginie Baudouin. Nous avions les institutionnels entre guillemets et nous allons nous tourner vers les acteurs principaux sur le terrain. Donc on va commencer, vous l'aviez mentionné, on va continuer. Marie-Florence Dabrin, administrative de Mobilcourt. Alors déjà, nous présenter Mobilcourt, et puis surtout comment l'engagement en matière de mobilité inclusive et solidaire porté par votre organisme dont vous êtes administratrice se matérialise-t-il en Corse et avec quels résultats concrètement? Alors, Mobilcourt est un réseau d'acteurs dédiés à la mobilité inclusive et solidaire sur le territoire régional. Donc là, on a un petit peu à deux têtes, donc avec Virginie Pérez. Un réseau régional, ça veut dire que les 11 acteurs, donc 12 acteurs maintenant qui sont membres du réseau, évoluent donc sur l'ensemble du territoire régional. Ce sont tous des structures qui appartiennent à la Chambre de l'économie sociale et solidaire, donc on peut les citer, Sud-Corse Insertion, la FALEPA, Un vélo, une vie, AUPRA, les missions locales, l'association régionale des missions locales, Velocita, et dernièrement, études et chantiers courses, qui développent les vélo-écoles. Donc il y a à la fois des garages solidaires, à la fois des auto-écoles sociales, à la fois des auto-écoles, des vélo-écoles, pardon. Tout un panel, si vous voulez, de services en termes de mobilité. Donc l'ensemble de ces structures, pas que associatives d'ailleurs, se sont regroupées au sein d'un réseau parce qu'il était nécessaire à un moment donné de se fédérer pour porter d'une voix, accompagné bien sûr par les institutionnels, donc évidemment la collectivité territoriale, le Pôle emploi, mais pas que, les services de l'État également sont avec nous, l'ADEC notamment, CAPI, pour pouvoir véritablement amener la mobilité inclusive et durable, en tout cas l'amener à la place qu'elle doit prendre au sein de notre société et faire prendre conscience en fait la société civile et autres de ce que représentent les freins à la mobilité, donc pour tous les publics qu'on a évoqués, parce qu'on a parlé des seniors avec la collectivité, on a parlé de l'APA, on a parlé des demandeurs d'emploi, mais pas que. Les publics empêchés en termes de mobilité, ils sont extrêmement nombreux, et nous les opérateurs justement, on le voit au quotidien, donc il n'y a pas une journée qui se passe, je fais un petit clin d'œil à Philippe Andréane, notre encadrant technique référent qui est sur le territoire, il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'il y ait une personne qui se trouve en difficulté et qui pousse la porte du garage solidaire pour demander location solidaire, pour demander l'achat d'un véhicule d'occasion, pour demander une réparation, et on n'a pas forcément la solution parce que on n'a pas la ressource humaine, on n'a pas les éléments financiers pour pouvoir répondre à la demande, et la demande elle est vraiment extrêmement importante. Donc le réseau, il sert à fédérer les acteurs, il sert à communiquer autour de la problématique de mobilité, il sert à mutualiser les ressources et à provoquer l'engagement des partenaires, des tiers, des entreprises. S'il doit faire un raccourci, un résumé, ce serait celui-ci. Mais super, c'est très bien, merci beaucoup. Alors Virginie Pérez, vous êtes vice-présidente de Mobilcourt, vous allez peut-être rajouter quelque chose au propos de Marie-Florence Dabrin? Non, rajouter, je pense qu'on a tout dit, sauf que par exemple, pour parler avec le Pôle emploi du marché que vous avez lancé il y a un peu moins de 2 ans, c'est vrai que le fait qu'on soit en réseau, on a discuté tous ensemble pour proposer, puisque c'était un appel à projet et un marché régional, et malgré tout, avant d'être les membres du réseau, on a des structures, et on a répondu, les structures propres ont répondu, mais on s'est tous accordés pour que quand même le réseau, mettre en avant le réseau mobile, en fait, avant tout. Après, chaque structure a répondu, mais on était en accord sur tout. Et c'est vrai que le réseau sert aussi à cela, à pouvoir proposer, lors d'un appel à projet, une réponse commune, qui correspond aussi, malgré tout, à tous les territoires. Alors on va continuer et on va terminer cette présentation par Morgane Pasquale, coordinatrice territoriale de l'association DALO, aux têtes de réseau des tiers-lieux. Alors quel est l'objectif, le but de votre association? Comment mettez-vous concrètement des moyens pour
dans la mobilité inclusive et solidaire. Et puis peut-être, je pense, avant tout, de définir ce qu'est un tiers-lieu, peut-être. J'allais dire. Justement, je pense que vous avez entendu le mot un petit peu ce matin. D'ailleurs, je remercie Madame Bachelli d'avoir salué l'association d'Allo aujourd'hui. C'est vrai que tiers-lieu, tout le monde l'interprète un peu comme il veut, comme il peut aussi. Donc c'est à la fois la richesse du mot, mais aussi un petit peu la menace. Nous, on a toujours tendance à dire qu'un tiers-lieu, c'est un espace de sociabilité qui émane en général d'une communauté citoyenne, pas que, des fois on voit aussi des collectivités qui s'en saisissent. Et c'est donc un lieu où les gens, une communauté plutôt, peut se retrouver, échanger, partager, mais aussi boire des verres de vin, danser. C'est vraiment un lieu dans lequel on se sent bien. Donc il y a plusieurs valeurs vraiment importantes dans un tiers-lieu, donc des valeurs de commun, de partage, de faire réseau aussi, c'est très important. Donc nous, on a fait une charte un petit peu pour se protéger du fait que le tiers-lieu est un peu un mot à la mode et que beaucoup de lieux peuvent devenir tiers-lieu. Alors je ne vais pas vous énoncer tout ce qu'on a mis dans cette charte éthique, mais pour les valeurs vraiment principales, on a justement tout le côté mixité des publics. En fait, dans un tiers-lieu, il n'y a pas juste un public qui vient, c'est de par l'hybridation des activités qu'on a tendance à se dire que une personne peut croiser quelqu'un qu'elle ne croisait pas forcément. Donc ça, c'est vraiment important. Bien sûr, la notion d'appropriation citoyenne, parce qu'un tiers-lieu, c'est l'affaire de tous. Il est là pour répondre à un besoin du territoire et il faut que chacun puisse s'en saisir et participer au développement de ce lieu et plus majoritairement au développement de son territoire. Et voilà pour le... Alors juste comme ça, combien retrouve-t-on de tiers-lieux encore, grosso modo? Alors nous, dans le réseau, on a 30 tiers-lieux avec 6 porteurs de projets. Et juste pour donner un ordre d'idée, il y a 10 tiers-lieux qui sont présents dans les territoires ruraux. C'est très bien pour la présentation. Alors on a commencé un peu plus tard, vous êtes 14h10, là il est 1h30. Après toutes ces présentations, est-ce que quelqu'un dans le public peut-être aurait des questions à destination d'un de nos acteurs? Peut-être lever la main, je me déplace. Non? Bon, c'est pas grave, vous avez le temps de réfléchir, on va continuer. Alors déjà, je me tourne vers les institutionnels, Damien Natal pour la collectivité de Corse. On a entendu justement tout ce que font ces associations de terrain. Concrètement, au niveau des moyens mis en place, que propose la collectivité dans cet accompagnement? Alors la collectivité de Corse contribue et participe au financement, en tout cas, des opérateurs qui offrent de l'accompagnement à la mobilité. Donc je pense à Pralec, à Corse Sud Insertion et à la FALEPA. C'est une contribution, c'est certain, peut-être trop modeste. En tout cas, cette contribution qui est autour de 60 000 €, elle a vocation surtout à ce que le public bénéficiaire du RSA puisse disposer d'un diagnostic de mobilité. Et par la suite, je sais que Pôle emploi, par exemple, n'hésitez pas à oriente également beaucoup de demandeurs d'emploi auprès de ces opérateurs d'accompagnement à la mobilité. La collectivité de Corse également via les référents sociaux des allocataires. Et une fois que ce diagnostic est fait, la collectivité de Corse apporte un financement pour les allocataires en complément des aides à la mobilité donc servies par Pôle emploi pour la prise en charge de l'indemnité des frais kilométriques, la réparation d'un véhicule, l'acquisition d'un véhicule d'occasion, les titres de transport, etc. Ça représente par an une soixantaine de bénéficiaires du RSA, ça n'est que 1% du nombre annuel d'allocataires du RSA. Mais c'est déjà un premier pas, c'est aussi là une dépense de 60 000 €. Il faut voir en quoi on peut aller encore plus loin, parce que je crois que ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est comment on fait pour apporter plus, parce que j'ai bien entendu ce qu'a dit Marie-France Dabrin. Elle nous dit qu'une fois par jour, et chaque jour, il y a une personne qui vient demander une solution de mobilité. Donc, à un moment donné, il faut aussi, peut-être, nous aussi, qu'on pense à aller toujours plus loin. C'est ça, hein, la solidarité, c'est aller toujours plus loin.
de manière pertinente et efficace. Il ne s'agit pas non plus de faire les choses de manière incohérente. Mais justement, on a l'expertise des tiers-lieux et des plateformes de mobilité, des acteurs de terrain, justement, pour construire ensemble quelque chose. Alors Damien, vous nous avez parlé de la collectivité de Corse, Pôle emploi. Alors vous, lorsque vous entendez les tiers-lieux, Mobicourt, comment se matérialise, je vais poser la même question qu'à Damien, comment vous matérialisez ces aides et comment aidez-vous ces initiatives? Tout l'enjeu, je crois que là il est vraiment clair, en fait, c'est de développer la connaissance mutuelle de nos différentes offres. Parce que quand on a une personne en face de soi, elle peut avoir rencontré des tas de situations très très différentes, il faut vraiment s'adapter à sa problématique et puis faire le diagnostic précis de ces difficultés-là. Et chaque personne est unique et donc c'est pour nous très très important. Et un enjeu majeur en effet de bien connaître l'offre de service sur le territoire, sur chaque territoire dans lequel la personne en effet vit et est amenée à évoluer, voire à se déplacer. Un peu plus loin et c'est très important pour nous, entre partenaires en tout cas, de pouvoir connaître nos manières d'intervenir, de connaître les personnes, de pouvoir, c'est tout simple, des fois avoir le numéro de téléphone, décrocher son téléphone et puis pouvoir dire voilà, j'ai rencontré telle situation, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne? Parce que évidemment, en aucun lieu, aucune de ces personnes autour de la table, bien sûr, on a toutes les réponses à toutes les situations. Donc le croisement de nos offres de services et la réflexion pour aller encore plus loin, parce qu'on peut bien sûr aller beaucoup plus loin encore, eh bien c'est vraiment essentiel et c'est le travail qu'on tente à développer entre partenaires au quotidien. Alors je me tourne vers les acteurs de terrain. En Corse, on le sait, les chiffres de la mobilité sont alarmants. Quels sont les territoires les plus isolés, les plus impactés selon vous? Peut-être Morgane ou Marie-Florence ou Virginie. Alors je pense que niveau mobilité, je ne suis pas la plus calée là-dessus, donc je laisse la parole, mais je pense que nous, au niveau de Tiers-lieux, en tout cas, ce qu'on remarque, c'est vraiment les territoires ruraux qui sont les plus impactés en général, de par la nécessité, mais aussi de par le confort, parce qu'on en discutait encore à midi, mais c'est vrai que c'est compliqué de se dire je travaille au village parce que c'est un petit peu une volonté, mais la crèche qui est le plus près de chez moi, elle a 1 heure de route. C'est-à-dire que je suis véhiculée, je suis mobile, mais par contre, c'est hyper contraignant. C'est-à-dire qu'en gros, les personnes qui vivent dans le rural subissent en gros la ruralité. Oui, exactement. Ouais. Enfin, sur ces points-là, en tout cas, bien sûr. Mobicourt, c'est vous, alors vous avez fait une présentation globale. Dans ces territoires, justement, comment agissez-vous au plus près des personnes en situation de difficulté et en besoin de votre aide? Alors, ce qui est, on va dire, difficile, pour rebondir un petit peu avec ce qui a été dit, c'est qu'il y a déjà une première particularité à notre territoire, c'est le cloisonnement des dispositifs. Ensuite, il y a le cloisonnement des territoires. Un demandeur d'emploi n'est pas un bénéficiaire du RSA. Un demandeur d'emploi de Balagne n'est pas forcément bénéficiaire des mêmes dispositifs qu'un demandeur d'emploi de Bastia. Donc forcément, on n'aura pas les mêmes réponses à Sud-Corse Insertion qui est sur Porto V que Solidaire qui est en Balagne. Donc ça, c'est aussi une des principales difficultés, mais aussi une des principales chances de travailler en réseau, de pouvoir se regrouper pour faire bouger les lignes. C'est le premier point que je dirais essentiel, et une des grandes motivations aussi à travailler en réseau. Ensuite, la volonté aussi d'aller plus loin et qui est partagée par les institutionnels, c'est ce qui a été un petit peu moteur, me semble-t-il, à la création des services publics de l'insertion et de l'emploi sur certains territoires. Notamment, on a la chance en Balagne d'en avoir un donc, sur le territoire de l'Île-Rousse-Balagne, pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs, des institutionnels et des opérateurs puissent travailler ensemble à l'identification des problématiques individuelles des personnes et à l'identification des solutions. Donc, c'est aussi une innovation sociale qui est assez intéressante. Donc, il faut évidemment, c'est perfectible, il faut aller plus loin, on va dire, dans cette démarche, mais en tout cas, elle est déjà pas mal avancée. Donc, c'est, à mon avis, en tout cas à notre avis, une des priorités en termes de méthode de travail pour les années à venir. Parce que les délais
en termes de réponses, évidemment, sont importantes. Donc, tout à l'heure, Damien parlait de l'aide, par exemple, des 500 € pour les bénéficiaires du RSA. Bon, il faut savoir que, d'abord, il est possible qu'elle soit activée que dans les 3 premiers mois où il y a un retour à l'emploi. Donc, ensuite, il faut qu'elle soit activée uniquement quand il y a passage en commission, que lorsqu'il y a un devis qui est donné, enfin, la personne, elle a le temps d'avoir perdu son emploi et d'avoir passé le premier mois de retour à l'emploi. Mais comment est-ce qu'elle fait? Donc, pour démarrer le premier mois d'emploi, il lui faut une solution de location solidaire. Sauf que lorsqu'elle vient taper à notre porte, clairement, la location solidaire, on n'a pas la possibilité. On a une voiture pour un territoire sur la balade où il y a 1200 demandeurs d'emploi. Et sur les 1200, si on regarde les chiffres qui sont donnés, il y en a 20% sur les 1200 qui sont sans solution de mobilité. Qu'on soit dans le rural ou qu'on soit finalement pas dans le rural, parce que la vraie réalité, c'est pas une question de territoire, la vraie réalité c'est est-ce que sur mon territoire, il y a des solutions de mobilité collectives apportées par les collectivités? Alors, selon vous, la réponse? Ça dépend du territoire. Si vous êtes sur Bastia, si vous êtes sur Ajaccio, si vous êtes sur Porto Vecchio, on sait qu'il y a des collectivités territoriales qui sont autorités organisatrices de mobilité et qui ont pris vraiment la dimension, on va dire, de la problématique et qui se sont engagées, puisque après, encore une fois, tout est perfectible, mais il y a des solutions collectives, il y a des bus, il y a des trains, donc il y a la possibilité de se déplacer lorsqu'on est en balade et lorsqu'on est sur Calvi. En revanche, on va être très clair, il n'y a aucune solution de déplacement collectif. Donc partant de là, la personne qui habite à Calvi, qu'elle habite à Lille-Rousse, effectivement, le territoire de Lille-Rousse Balade a mis en place, a démarré en tout cas une solution collective, donc ça il faut saluer l'initiative, mais c'est encore trop peu satisfaisant, on va dire. Il faut se remettre en condition pour une personne qui souhaite aller travailler tous les jours, c'est-à-dire répondre à une offre d'emploi, pas pour aller faire ses courses et si vous voulez, s'adapter elle-même aux horaires du bus. Non, là c'est s'adapter à des contingences professionnelles pour prendre un emploi, pour pouvoir y aller tous les jours dans un cadre professionnel. C'est quand même très différent. Voilà. Et c'est vrai que la problématique c'est celle-ci. Est-ce que j'ai des solutions collectives sur mon territoire? Voilà. Qu'on soit sur le râle de transport, de garde d'enfants, de logement, etc., etc. Voilà, la vraie réponse est celle-ci. Alors, que répond peut-être Pôle emploi à ce sujet? Parce que je réponds, mais en tout cas, je voudrais ajouter qu'on est encore dans la meilleure configuration lorsque la personne se présente devant nous. C'est-à-dire qu'elle se manifeste et que donc on peut agir pour pouvoir trouver des solutions et espérer trouver ou pas, selon en effet le territoire. Mais il y a une grosse partie des personnes qui ne viennent pas jusqu'à nous et qu'on n'a pas identifiées et qui restent avec leurs difficultés de mobilité. Et où justement l'enjeu aussi pour nous c'est de faire en sorte d'aller vers ces personnes pour pouvoir leur faire connaître les possibilités qui existent, même si elles ne sont pas complètes, même si elles ne couvrent pas l'entièreté de leurs difficultés, mais au moins leur faire connaître les solutions qui existent. Or, le non-recours au droit est en effet quelque chose de très important. Et donc, vous parliez du SPIE sur les rousses Balagne, repérer les personnes qu'on ne connaît pas, dites invisibles, pas le terme, mais en tout cas les personnes invisibles ou empêchées. Voilà, qu'on n'identifie pas, en tout cas avec les mécanos habituels et qui ne frappent pas à nos portes, quelles qu'elles soient, même si elles sont des fois seulement numériques. Mais en tout cas, voilà, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir renseigner, aider ces personnes qui restent seules avec leurs problématiques. Vous avez soulevé une problématique qui pour moi est très intéressante et c'est lié, je pense, aussi aux besoins de tiers-lieux, le problème des transports. Est-ce qu'il n'y aurait pas véritablement quelque chose à faire, à cultiver avec, je pense, une table ronde autour de l'Office des transports, par exemple, et des gens qui s'occupent des tiers-lieux pour pouvoir mutualiser véritablement les besoins de transport dans un sens, et de l'autre, dans les tiers-lieux, des besoins de vie, tout simplement, social, administratif ou autre. Qu'en pensez-vous, Morgane ou Marie-Florence? Juste, mais on verra tout à l'heure, peut-être quand on fera l'échange avec la salle, c'est qu'il y a un travail qui est amorcé avec la direction des dynamiques territoriales pour travailler avec des collectivités et justement leur faire prendre conscience de tout ce qu'il y a comme possibilité à mettre en œuvre et qui est de leur capacité, de leur compétence aussi, dans le cadre de la LOM, pour ceux qui ont pris la compétence mobilité, et aussi un travail qui est fait, qui est amorcé et qui est pas mal avancé avec la direction du transport. Donc voilà. Après, si
si Valérie et Sylvain veulent prendre la parole, ça peut être aussi l'occasion avant, enfin voilà, après Morgane. Alors, peut-être oui, une intervention dans la salle, une question après tout ce qui a été évoqué. J'arrive. On fait système D, c'est très bien. On se déplace au plus près, c'est mieux. Donc pour la collectivité de Corse, donc la direction des solidarités territoriales, donc elle travaille sur l'accompagnement aux élus et donc des élus des communautés de communes. Et les enjeux de territoire sont très importants, bien évidemment, et la mobilité en est un, et particulièrement la mobilité solidaire. C'est pour ça que nous travaillons sur un partenariat donc, avec Florence, avec Marie-Florence Dabrin, donc avec le réseau Mobile Corsica, pour mettre en place des formations actions avec les élus des communautés de communes qui travaillent aujourd'hui sur leur plan mobilité. Donc en totale transversalité avec nos collègues des transports également, pour proposer aux élus, bien évidemment, le cadre de cette modalité de la mobilité solidaire, donc expliquer ce qu'est la mobilité solidaire, puisque c'est une porte d'entrée très importante. Donc c'est un partenariat, une coopération qu'on espère très rapidement pouvoir finaliser. Peut-être une réponse de Mobico, c'est l'association d'Allo, à ce qui vient d'être dit. Alors, juste au niveau de Tiers-Lieu, nous, ce qu'on développe, et c'est un nouveau concept, et je pense qu'on pourra travailler dessus avec les différents services bien volontiers, c'est le concept de mobilité inversée. En fait, on se rend compte que des tiers-lieux se créent pour répondre à des besoins du territoire, comme je le disais, beaucoup dans des territoires ruraux. Et en fait, c'est de se dire, une personne n'a pas accès à certains droits, ou autres, et un tiers-lieu se développe près de chez elle, donc elle pourra avoir accès à tout ça grâce à cette implantation de tiers-lieu près de chez elle. Madame de Mourad l'expliquait ce matin, il y a un appel à projet qui va sortir, qui s'appelle Défineur, où en fait le but c'est de développer les lieux de formation pour que ça ne se passe plus que dans des organismes de formation qui sont majoritairement dans des villes ou dans des centres où il y a des bassins de vie assez importants. Là le but c'est de se dire on fait un consortium, organisme de formation et tiers-lieux, et la formation vient directement sur le territoire. Donc, dans des villages par exemple, il y a un tiers-lieu qui est à Rennes, ou un petit village de 30 habitants dans le canton d'Île-de-Sauve. L'accès à la formation il est assez compliqué. Là, on va développer la formation ici et en fait, ça va bénéficier du coup à la commune et aussi à la micro-région qui n'a pas forcément accès à ce droit-là. Alors, concernant les formations proposées, ou alors, est-ce qu'en interne, par exemple, vous proposez des formations pour aller au plus près des personnes en situation de difficulté qui ne bénéficient pas des aides importantes? Marie-Florence, peut-être? Oui, alors bien sûr, ça fait partie donc, des missions, d'une part des différents acteurs de la mobilité, puisque certains d'entre nous, en l'occurrence comme Support Insertion, nous à Solidaire, et après je n'ai plus forcément en tête qui étudie des chantiers, je crois, nous sommes des organismes de formation Calliope. Donc de ce fait, on a la possibilité donc, de développer ou pas des formations en termes de mobilité, mais c'est aussi un des engagements du réseau. Une course ICA. Donc oui, on a des ateliers de mobilité. Donc Madame Baudouin tout à l'heure disait effectivement que nos conseillers emploi, mobilité, insertion, donc travailler sur l'aspect cognitif de la mobilité, et c'est tout à fait ce qu'on essaie de mettre en avant dans le cadre de nos formations professionnelles, donc des ateliers mobilité pour le savoir bouger, pour le pouvoir bouger, donc comment apprendre à se déplacer, parce qu'il ne s'agit pas de mettre simplement en place une ligne de transport. Derrière, il faut apprendre au public qui n'ont jamais eu accès à sa ligne de transport comment l'utiliser, quand est-ce qu'on peut l'utiliser, pourquoi, pour aller où, pour la reprendre à quel moment. Alors ça paraît peut-être bête comme ça, mais quand on est un nouvel usager d'une ligne de transport en commun, quelle qu'elle soit, c'est pas si simple en fait, en réalité. Et voilà, c'est un peu notre vraie problématique. Et la question qu'il faut aussi se poser, c'est quand une personne n'a pas le permis, pourquoi n'a-t-elle pas le permis? Et est-ce qu'il suffit juste de financer un permis de conduire? Je crois que les auto-écoles sociales, elles sont bien placées pour répondre à cette question-là. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'effectivement, quand on parle de mobilité, le frein
comme mobilité est un frein, on pense tout d'abord au permis. Voilà. Mais en fait, il y a plein d'autres choses, ce que évoquait Marie-Florence, c'est ça, c'est-à-dire que déjà savoir prendre un bus, accepter de pouvoir aller travailler à 20 minutes de chez soi, comment on s'organise. En fait, le frein à la mobilité, il faut aussi sortir du schéma la voiture, le permis et la voiture. Bien évidemment, chez nous, c'est compliqué de faire sans permis, sans voiture, mais dans les endroits, les villes qui ont des transports en commun, il faut aussi apprendre à travailler autour de tout ça. Et c'est important en fait qu'on sorte de frein à la mobilité, ça veut dire permis voiture. Il y a beaucoup de choses. Après, juste pour finir, effectivement, les auto-écoles sociales, associatives, permettent de lever cette première idée qui est le permis de la voiture. Mais malgré tout, une fois qu'on a le permis, je vais prendre pour ma structure à Portillet, au sein de l'auto-école associative, les personnes participent à hauteur de 275 €. D'accord, donc parce qu'on est quand même pour une participation qu'ils fassent 100 heures, 200 heures, 300 heures, 500 heures, 1000 heures. Il n'y a pas de limite, si ce n'est qu'après on se rend compte que cognitivement, on n'ira pas plus loin, mais sinon il n'y a pas de limite dans le temps. Donc ils peuvent accéder à ce permis, vu la faiblesse, enfin le coût faible. Normalement derrière, ça ne veut pas dire qu'ils pourront s'acheter une voiture. Donc en fait, il faut vraiment aller plus loin que ça. Et puis, là, par exemple, le thème, justement, c'est la mobilité inclusive et solidaire, un levier pertinent pour les territoires et un élément clé pour l'insertion sociale et professionnelle. Alors, comment expliquer à quelqu'un qui habite dans un village à très haute altitude, par exemple, comment lui expliquer d'autres moyens de transport si ce n'est la voiture, finalement? Parce que c'est une véritable dépendance, surtout chez nous, le fait de conduire. Peut-être qu'en ville, on pourrait développer ce genre les transports en commun ou autres, mais je pense qu'il faudrait le voir à plus haute échelle. Peut-être que même sur toute la Corse, on pourrait réussir finalement à desservir vraiment des transports de qualité pour que tout le monde finalement se sente soulagé à ce sujet et ne soit plus dépendant de la voiture. On en parle tout de suite, ça c'est utopique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des endroits, des micro-régions, des micro-territoires où à un moment donné c'est la voiture. La voiture ou la moto, mais enfin, on ne pourra pas y échapper. Vraiment, déjà je pense qu'il est nécessaire de développer vraiment le transport en commun. Enfin, je parlais plutôt pour ma région, il n'y avait rien. Portillet, tu évoquais la Comcom et l'extrême sud. Nous, on a ouvert le garage en 2007, il n'y avait aucun moyen de transport autre que sa voiture. Nous, on était partis sur du transport à la carte, sur la location de véhicules et sur des réparations. Le transport à la carte qui ne fonctionnait pas du tout, donc on a arrêté. Aujourd'hui, donc, on a une Comcom qui s'est emparée de cette problématique, qui aujourd'hui a développé 2 types de transports en commun. Alors c'est à petite échelle et ça débute, mais en attendant, c'est à Cittadine qui vraiment dessert le cœur de Porto Vecchio, qui permet déjà une première mobilité, et à Berlin qui commence à se déplacer entre les villes de la Comcom. Donc quand on part de rien, c'est déjà beaucoup, et nous, c'est vrai que ça nous fait des outils, par exemple sur la prestation MBA et Pôle emploi, ça nous permet d'apporter des propositions. Après, je pense qu'il faut revenir à la réalité. C'est très utopique d'imaginer que, je ne sais pas dans quelle micro-région très éloignée, on pourra faire sans véhicule. Il faut essayer. En fait, il faut essayer parce qu'il y a des territoires qui sont différents, il y a des acteurs qui sont différents, il y a des problématiques qui sont différentes avec des besoins qui sont différents aussi. Là, on est en train de développer donc, le micro-transport d'utilité sociale, donc, qui est aussi des possibilités offertes par la LOM. Il faut savoir que les collectivités, donc les AOM, donc notamment Comcom, peuvent développer donc, les transports l'été-année, en fait, les transports à la demande. Le micro-transport d'utilité sociale donc, peuvent être le fait donc, des associations et notamment des chantiers d'insertion, qui permet aussi là, de travailler sur d'autres problématiques donc, plus insertionnelles et publiques. Il y a des territoires sur lesquels ça peut fonctionner, il y a d'autres territoires sur lesquels ça ne peut pas fonctionner, question de modèle économique aussi. Voilà. En tout cas, il faut essayer. Moi, je pense que c'est aussi des idées à mettre en place. Bon, c'est comme le covoiturage. Ça, c'est... mais bon, dedans, mais l'idée, c'est peut-être que tu en parles, Joël. Alors, attendez, j'arrive comme ça, tout le monde pourra entendre. Excusez-moi, c'est pas grave. Non, je voulais simplement poser la question du covoiturage. Comment se fait-il qu'on ne le développe pas davantage sur notre territoire? C'est sur ces modes de déplacement qui,
résidence marche quand même ailleurs. Bon, je sais que ça va être un peu compliqué, mais on peut quand même essayer. Tu as certainement une réponse. Non, je pense que ça fonctionne un peu, mais aujourd'hui, enfin, nous, ce qu'on peut constater, après tu me diras, tu compléteras la référence, c'est que toutes ces applications, effectivement, a priori, ne fonctionnent pas des masses chez nous, mais le covoiturage existe. Vous connaissez les étudiants, ils ont l'habitude de covoiturer. Par contre, ils covoiturent différemment qu'avec cette application. Ils s'appellent, tu vas monter. Voilà, donc je veux dire, il faut quand même, ça fonctionne, mais à une échelle différente et de façon différente. Voilà. Après, dans le bassin méditerranéen, on a quand même une forte culture de la propriété. Donc le véhicule fait partie, on en Corse, hein, donc ça fait partie c'est un peu le prolongement de nous-mêmes, notre voiture. C'est l'autonomie au sens noble du terme. On veut aller où on a envie quand on en a envie. Donc c'est vrai que lorsqu'on prend la responsabilité d'avoir quelqu'un avec nous dans le véhicule, ça veut dire que peut-être que ce soir, si finalement au dernier moment on décide d'aller chez le copain, ça va peut-être pas être possible parce qu'on a pris la responsabilité de ramener la personne à tel endroit, à telle heure, etc. Et les gens veulent se sentir libres. Il y a aussi cette problématique-là, probablement. Après, il faut l'identifier. Mais en tout cas, de fait, il y a eu des initiatives. L'AUE, il y a quelques années, avait mis en place un site internet de covoiturage. Mais je pense bien de constater que ça n'a pas forcément eu les résultats escomptés. Tout à fait. Néanmoins, ce qu'il faut regarder aussi, c'est l'efficience. C'est-à-dire que créer un site, le mettre en œuvre, l'initier, le développer, avec des coûts moi je ne fais pas forcément les tarifs d'ingénierie, etc. Mais derrière aussi, en frais de fonctionnement, c'est extrêmement onéreux. Donc il faut être sûr qu'en termes d'impact social, que ce soit positif. Or, aujourd'hui, on n'a jamais eu véritablement, autant même sur mobile, que ce soit Mobile France, Mobile Corsica, etc., on n'a pas eu véritablement la garantie que ça puisse fonctionner. Donc on laissera la collectivité, sans parler de cette problématique. Je ne sais pas après si la direction des transports a peut-être des éléments plus précis à donner sur le covoiturage. Si quelqu'un vous pose une question. Alors juste avant, il y a un SUV blanc qui bloque l'entrée. C'est le running gag de la journée. Peut-être, il n'y a pas de plaque, mais bref, voilà, c'est l'information, un SUV blanc. Une question? Moi, je voudrais juste, si je peux me permettre, bien sûr, réagir sur la question du covoiturage. Très souvent, on a fait des réunions sur la mobilité et le covoiturage, forcément, on revient, parce que nous, on a travaillé dessus. Donc, voilà. Mais moi, la question que j'aime bien poser aux gens, c'est avez-vous covoituré pour venir? Alors moi, je vais prendre un exemple. Très souvent, je monte de Porto Vecchio à Bastia en réunion. Il y a des gens qui font aller à Bastia. Je ne m'arrête pas sur la route les prendre. Non pas parce que je ne veux pas, je n'y pense même pas. Et ces personnes-là ne m'appellent pas en me disant déjà, tu montes de Portier, tu prends moi. Et en fait, j'aime bien. Ce truc, c'est savoir aujourd'hui combien de gens ont covoituré, puisqu'on vient de partout, pour venir. Voilà. Et ça donne une idée quand même de qu'est-ce que le covoiturage en Corse. Et je ne vous dis pas qu'il faut rester sur faire. Je dis juste que cette question revient systématiquement, mais il faut qu'aussi les gens se posent cette question. Est-ce que moi, j'ai proposé du covoiturage, je sais que telle et telle structure montait à Ajaccio, en l'occurrence aujourd'hui, combien on covoiturait. Voilà. Après, je dis pas que c'est une solution. Je sais que c'est une solution. Mais voilà. Juste une question ici, et après madame, juste monsieur. Donc c'est Majoso pour la direction des transports à la collectivité de Corse. Le covoiturage, comme ça a été très bien dit, en fait, c'est déjà un peu pratiqué, mais c'est plutôt entre amis, dans la famille évidemment. Et vous pouvez d'ailleurs voir à la sortie d'Ajaccio, au rond-point, ou même à la sortie de Bastia, des petits parkings où il y a des voitures qui sont garées, il n'y a rien autour, elles sont garées parce qu'il y a du covoiturage qui est organisé. De même, l'université de Corté, ça fonctionne un peu entre les étudiants. Après, dans le volume global de trafic, ça reste quand même assez confidentiel. Aujourd'hui, vous avez 50 000 véhicules par jour qui rentrent sur Ajaccio. Bon, si vous avez une quinzaine de voitures dans un parking de covoiturage, c'est bien un maximum. Donc, si vous voulez, c'est un des éléments pour la politique des transports, mais c'est pas ça qui va permettre de tout résoudre. C'est un élément, mais il y en a d'autres. Nous, on travaille au niveau de la direction sur l'amélioration du réseau ferroviaire, les fréquences, mais également l'amélioration du réseau d'autocars en Corse du Sud. On a une dizaine de lignes régulières, mais aussi une ligne maritime qui fonctionne assez bien. On souhaite étendre après ce réseau sur l'ensemble de la Corse.
Et puis après, on a également toutes les lignes scolaires qui irriguent quasiment l'ensemble des communes de la Corse. Alors, pour l'instant, elles ne sont pas ouvertes à tout le monde, mais je sais que régulièrement, on est sollicité par les communautés de communes pour ouvrir certaines lignes. Alors, c'est compliqué, c'est particulier, c'est un peu du cas par cas, mais ce n'est pas impossible dans l'absolu non plus. Donc voilà, je dirais que c'est un peu sur tous ces sujets qu'on essaye aussi d'avancer au sein de la collectivité. Et il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, la collectivité finance le fonctionnement du réseau ferroviaire, c'est plus de 23 millions d'euros par an de contribution. Les lignes régulières d'autocar en Corse du Sud, c'est presque 2 millions par an de contribution. Et toutes les lignes scolaires sur l'ensemble du territoire, c'est presque 20 millions de contributions. Donc il y a quand même des sommes importantes aujourd'hui qui sont mises dans le fonctionnement des réseaux. Et bien évidemment, plus on fait de lignes, plus on fait de fréquences, ce qu'il faudrait dans l'absolu pour arriver à répondre à toutes les demandes, plus ça coûte cher. Donc après aussi, c'est une question de financement public et sur des choix qui sont assez structurants parce que c'est des volumes financiers derrière qui sont importants. Et après, je veux peut-être juste un dernier élément et puis je prends le micro pour mobiliser la parole. J'entends aussi que le problème, c'est la visibilité de l'offre. Parce que finalement, aujourd'hui, c'est très confidentiel. Même le réseau ferré est quand même plus visible. Mais les lignes d'autocar restent confidentielles. Donc, une des politiques qui est en cours de déploiement, c'est d'équiper les principaux arrêts routiers d'un poteau avec une borne d'information voyageurs qui indique les prochains passages. On va également ouvrir prochainement un site qui s'appellera le site Mobilita. Et donc, les gens pourront, avec un QR code, accéder à ce site qui donnera l'information de l'ensemble des réseaux de transport ainsi qu'un calculateur d'itinéraire qui permettra à la personne de calculer le temps qu'il lui faut et les lignes de transport utilisées si elle veut aller, je ne sais pas, de Corté à Porto-Vecchio ou d'Ajaccio à Zons. Voilà, je pense que ce sera une avancée aussi. Et on souhaite d'ailleurs que dans ce site, il y ait également l'ensemble des lignes aériennes et maritimes qui soient intégrées de façon à ce que les voyageurs puissent calculer leur itinéraire à l'intérieur de la Corse, mais également depuis le continent jusqu'en Corse. Et juste un petit élément de précision, c'est l'Office des transports gère les lignes maritimes et aériennes, et alors que la direction des transports de la collectivité s'occupe elle des lignes terrestres, donc chemin de fer et puis lignes d'autocar. Juste une petite précision. Merci beaucoup. Alors une deuxième question ici, je vois, Madame Telété. Merci, moi j'avais juste une remarque sur le covoiturage. Donc, vous disiez le réactiver, oui c'est vrai, notamment dans les territoires ruraux ou grands ruraux. Alors moi je me positionne personnellement, je suis de l'intérieur d'un village de l'Asgaroc, où effectivement j'ai connu, puisque j'ai plus de 60 ans, donc effectivement le covoiturage c'était vital, c'était une nécessité, on se posait même pas la question, il y avait peut-être 2 voitures, 3 voitures dans le village, et c'était quelque chose, et je le rapprocherais en fait du lien social. En fait c'est ça, c'est qu'on fait les deux, on va réactiver, parce qu'on ne va pas passer après les 30 années glorieuses, tout le monde voulait sa voiture, à commencer par les femmes. Ma mère qui ne conduisait pas me disait surtout la première chose que tu dois faire c'est de passer ton permis de conduire, parce qu'effectivement c'était la liberté. Donc je crois qu'on est sur une réappropriation de ce lien social et ça passe aussi par des possibilités comme le covoiturage. Voilà. Mais ça doit, comme vous disiez tout à l'heure, ça doit aussi venir il doit y avoir une demande aussi, parce qu'on ne va pas imposer. C'est tout, c'était juste une remarque qui était pour aller dans ton sens. Oui, monsieur. Après, on clôturera avec la dernière partie. Bonjour, je suis Patrick Spagrin de l'association Fanepa Corsica. Aujourd'hui, on parle de mobilité, très bien. Je voulais juste qu'on se pose la question du financement. Aujourd'hui, les gens qui sont autour de la table, c'est que les gens qui sont des chantiers d'insertion. Et aujourd'hui, on est financé pour pouvoir faire de la mobilité, mais sur un budget d'insertion. Ça veut dire qu'on n'a pas de ligne budgétaire sur la mobilité. Donc, juste, il faudrait y penser, que ce soit la collectivité, que ce soit Pôle emploi, d'autres financeurs. C'est juste une question. Je trouve ça bizarre de faire de la mobilité, mais qu'on soit financé sur l'insertion pour faire de la mobilité. Peut-être une réponse des services d'activité ou de Pôle emploi? En tout cas, moi, ce que je souhaite bien rappeler, c'est que la mobilité, c'est le frein majeur, c'est le premier frein à l'accès à l'emploi, et notamment les allocataires du revenu de solidarité active. Et ce frein-là, c'est avant le logement. Donc, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose sur cette question de la mobilité, car jamais on pourra réinsérer. Ces personnes-là, elles ont droit, elles aussi, à locataires du revenu de solidarité active. D'accord, c'est pas la mobilité en général,
mais elles ont droit quand même aussi, et c'est la compétence de la collectivité de Corse, d'apporter un accompagnement des solutions à ces personnes-là. Et nos travailleurs sociaux, et certaines personnes, nos partenaires, Pôle emploi, les CIAS d'Ajaccio et de Balagne, mais également Bastia, les centres communaux d'action sociale, et de Porto Vecchio, signalent quand même que non seulement c'est le frein majeur, le premier frein, à plus de 90%, mais c'est celui où il n'y a quasiment aucune solution satisfaisante d'accompagnement. Autrement dit, en Corse, on dit aux 6 000 allocataires du revenu de solidarité active que s'ils ont ce frein-là, qui est très récurrent, bah, en gros, il n'y a quasiment aucune solution. Alors, là, nous, la collectivité de Corse, on lance le pacte territorial d'insertion qui vise à créer des orientations stratégiques et opérationnelles concrètes pour apporter des réponses en la matière. Et le travail sur les mobilités, en tout cas les mobilités solidaires, parce que les allocataires du revenu de solidarité active, les demandeurs d'emploi, c'est de la solidarité, eh bien, normalement là on entame une deuxième phase à laquelle justement vous serez associés et vous pourrez apporter des préconisations, de l'innovation. Je dis aussi aux chefs, aux créateurs d'entreprises, qu'à un moment donné, peut-être qu'au lieu de faire supporter aux communes, aux petites intercos, le transport à la demande, etc., qui ne va pas répondre totalement à une dynamique emploi, peut-être que pour toutes ces entreprises, notamment hôtellerie, etc., qui sont dans des espaces pas urbains et qui nécessitent donc d'utiliser la voiture, peut-être qu'à un moment donné, à défaut d'augmenter le salaire, peut-être qu'ils peuvent aussi assurer eux-mêmes une collecte de leurs agents, enfin de leurs salariés. Alors, il y a juste une question. Juste avant de poser la question, justement, alors comment pouvons-nous lier les problèmes de mobilité aux tiers-lieux, justement? Comment les tiers-lieux peuvent répondre à ces problèmes de mobilité? Mais du coup, c'est un petit peu ce que je développais juste avant sur la question de la mobilité inversée. Donc, c'est vrai que la question de la mobilité, c'est pas quelque chose qu'on évoque parce que quand on fait de la mobilité inversée, en fait, on s'en rend pas forcément compte. C'est-à-dire que quand un tiers-lieu se crée, il se crée d'abord pour répondre à un besoin, mais c'est souvent un besoin d'accès à la formation, de socialisation, d'accès à la culture. On ne pense pas directement à la mobilité et pourtant tous ces tiers-lieux qui font partie du réseau sont en plein dedans et permettent à des gens qui ne sont pas forcément mobiles et qui n'auraient pas accès forcément à tout ça d'y avoir accès. Alors juste la mobilité inversée, petite définition. La mobilité inversée consiste à faire venir les biens et les services sur les lieux de vie. Donc les tiers-lieux, et un système de multimodalité recouvre le foisonnement dans l'offre des services de mobilité et mode de transport. Donc c'est exactement ce que tu étais en train de nous dire. Alors il y a une question, madame. C'est vraiment dans le sens où tout le monde doit avoir cette accessibilité et ainsi qu'à la mobilité. Moi je pensais surtout à un public, puisque je représente un handicap psychique de la femme, mais tous les handicaps, ces personnes-là sont souvent en situation de handicap, n'ont pas accès non plus à un accès numérique, n'ont pas non plus beaucoup de moyens, et c'est vraiment un public aussi qui a besoin, et vraiment on voudrait s'inscrire là parce que de plus en plus on parle du travail des personnes en situation de handicap. Merci. Alors, pour clôturer, parce qu'on arrive à la fin, j'avais une question pour vous toutes et tous. Quels sont les enjeux et les perspectives de la mobilité inclusive et solidaire dans les prochaines années à venir? Le financement, peut-être, premièrement, Virginie Baudouin. Alors, on a donné quelques mots, les mots-clés, hein, la visibilité, j'ai entendu tout à l'heure, le partage entre nos offres de services, les questions de financement. Je pense qu'il faut vraiment appréhender également la question de la mobilité comme un sujet un peu valise à l'intérieur duquel on trouve énormément de dimensions et qu'il faut arriver aussi à bien distinguer et à bien identifier pour pouvoir traiter correctement. Donc voilà quelques mots-clés en ce qui me concerne. Les visibilités, partage entre les partenaires et approche globale du sujet. La collectivité. Voilà, et également coordination. Alors il y a le pacte territorial d'insertion et demain pour 2024, on va sortir aussi
le pacte des solidarités qui se veut encore plus global. C'est la déclinaison de la stratégie, en fait, même pour le coup, nationale de lutte contre la pauvreté et contre tous les phénomènes de précarisation. Et ce pacte des solidarités va être ouvert non pas qu'à la collectivité de Corse ou à quelques institutions, mais également à l'ensemble des acteurs publics, mais également aux associations. Et je pense que là-dessus, ça permettra de faire remonter aux directions centrales des ministères les besoins importants en matière financière pour construire des solutions durables, et notamment, et ce que j'entends bien, ce que dit la Falépa sur les mobilités, c'est vrai. Et donc, il faut qu'à un moment donné, le gouvernement, parce que la collectivité de Corse, on dit sur les moyens qui sont donnés par le gouvernement, enfin par la loi aussi également, donc elle fait en sorte d'augmenter petit à petit son effort financier avec des aides extra-légales, etc. Mais c'est pas suffisant, et il faut aussi que le gouvernement entende les besoins en la matière pour les territoires ruraux, pas exclusivement la Corse, pour tous les territoires ruraux et de montagne. Les acteurs de terrain, selon vous, les enjeux et les perspectives dans les prochaines années sur la mobilité inclusive et solidaire, la mobilité inversée aussi, Virginie? Moi, je peux parler pour travail mobile. Je pense qu'il est important de professionnaliser. Alors, quand je dis professionnaliser, c'est que, par exemple, je monte des chantiers d'insertion. Pour faire le travail de l'insertion professionnelle, on a des conseillers. Et on a fait le choix, du réseau, de former nos conseillers insertion professionnelle, de les former en tant que conseillers mobilité. Parce que malgré tout, même s'ils avaient connaissance, puisque dans leur travail, ils doivent avoir connaissance de tous les freins, la mobilité, la parentalité, le logement, tout ça, on a souhaité quand même qu'ils soient un peu plus professionnalisés sur ce point, qui aujourd'hui, on le répète depuis ce matin et depuis de nombreuses années, c'est le frein principal. Et c'est vrai que je pense, que l'emploi étant présent, c'est ce qui nous a aidé aussi à mieux répondre à l'appel à projet et à se sentir vraiment encore plus légitime, puisqu'on a été au bout de ce qu'on pouvait faire. Voilà. Ça, ce serait pour le réseau. Alors, Morgane et Pasquale, l'association DALO, les enjeux et perspectives sur la mobilité inversée dans les prochaines années à venir? Alors, comme je le disais, le concept n'est pas du tout développé. Donc déjà, essayer de travailler là-dessus, de vraiment creuser ce concept et de le faire en réseau, du coup, avec les chalets du réseau, avec l'association mobile et les autres assos, et aussi avec les différents services de l'État et de la collectivité, je pense. Le mot de la fin pour Marie-Florence Dabrin pour Mobile Course. Alors, selon vous, les enjeux et les perspectives à venir? Alors, vu qu'on est à la conférence régionale économie sociale et solidaire 4 ans après, ce que disait le président de l'exécutif ce matin, moi je conclurai juste donc, sur, au niveau du GT4, donc, puisque l'idée du GT Mobilité, c'était de faire entrer donc, de faire de la Corse un territoire à mobilité inclusive et solidaire. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir animer donc, ce GT4 pendant 4 ans. Je dirais qu'aujourd'hui, notre ambition, c'est d'avoir travaillé et de continuer à travailler donc, sur les deux axes majeurs, les deux grands objectifs, qui sont de moins se déplacer et de mieux se déplacer. Et donc, il y a tout un ensemble d'actions et de projets qui ont été identifiés et qui vont voir le jour donc, dans le cadre de l'appel à projet Teams, entre autres, mais pas que, puisque donc, il y a le fameux pacte, entre autres, et les appels à projet, donc le SRDESI et autres donc, qui vont arriver. Et notre objectif, donc, c'est de faire en sorte que ça puisse se conclure dans peut-être les 2 années à venir, donc de façon très positive, et qu'on ait des résultats très probants avec un impact attendu. Eh bien, écoutez, ça se voit que vous êtes des professionnels et ça fait 1 heure pile. Enfin, félicitations. Alors, merci beaucoup à Marie-Florence Dabrin, à Virginie Pérez pour Mobile Course, à Morgane Pasquale pour l'association DALO, tête de réseau des tiers-lieux, Monsieur Damien Natal, conseiller auprès de la DGA Sociale et Santé de la collectivité de Corse, et Virginie Baudouin, directrice territoriale de Pôle emploi Corse. Nous espérons que tout ce qui a été dit durant cette heure a permis à chacun d'entre vous de mieux connaître et concevoir ces concepts de mobilité inclusive et solidaire, de mobilité inversée également, de tiers-lieux. Donc nous espérons qu'à l'avenir, des solutions soient trouvées pour chacun et qu'une entente soit trouvée à tous les niveaux pour que justement ces problèmes-là soient réglés au plus vite, même si malheureusement
Je pense qu'il y aura encore d'autres problématiques dans les années à venir, notamment environnementales et autres. Mais en tout cas, sachant qu'en Corse, nous sommes quand même une société de proximité et comme vous rappeliez, on se connaît tous et il faut s'en servir comme d'une force et non pas comme d'une contrainte. Écoutez, merci beaucoup. On va passer dans quelques minutes à la table ronde numéro 2. Donc prenez 5 minutes pour prendre l'air un peu et on se rejoint dans 5 minutes exactement pour la deuxième table ronde qui parlera de l'ESS, outil d'inclusion et de lien social au service des territoires les plus fragiles autour de la Silver Economy. Allez, merci beaucoup et à tout de suite.